Le Mont Blanc. Il surplombe l'une des plus célèbres chaînes de montagnes au monde. Formant un arc à travers l'Europe, les Alpes sont une ligne de partage des eaux et un gigantesque réservoir. Si cette chaîne de montagnes divise l'Europe, elle lui donne aussi toute son unité, son identité. Rares sont les endroits où, comme ici, nord et sud, froid arctique et climat méditerranéen sont aussi proches. Ces sommets étaient connus dans le monde entier, à une époque où des pics de 8000 mètres en Himalaya n'avaient pas encore de nom. Ici, l'homme a appris à conquérir toutes les chaînes de montagnes du monde. Mais les Alpes sont bien plus qu'un terrain de sport ou des paysages à couper le souffle. Les Alpes forment avant tout un espace sauvage au cœur d'un des continents les plus peuplés de la planète. Après des siècles d'exploitation, ces montagnes ont maintenant recouvré leur diversité d'origine. Et maintenant seulement, certains exilés sont de retour. Au-dessus des plus hauts sommets, un rapace déploie à nouveau ses ailes. Les Alpes sont le royaume de l'aigle royal. Sur le plan géologique, les Alpes recèlent d'immenses trésors. Aucune autre chaîne de montagnes ne peut se targuer d'une telle diversité. Aucun massif alpin ne ressemble vraiment à son voisin. Quoi de plus différent que le mont Cervin ou les montagnes Nock dans le Tyrol oriental? Certains sommets impressionnent par leur dimension. Avec ses 4807 mètres, le Mont Blanc est le toit de l'Europe. La chaîne des Alpes s'étend sur 1300 km et traverse 8 pays. Ses contreforts les plus orientaux dominent les plaines qui entourent Vienne. En allant vers l'ouest, le massif est encadré par les métropoles d'Europe centrale. L'ouest de l'arc alpin est le domaine des 4000 mètres. Les Alpes y culminent avant de disparaître dans la Méditerranée, près de Nice. Ces Alpes méridionales sont les plus douces. Ici, pas la moindre présence de glace. Pour les lézards verts, grands amateurs de chaleur, ces calanques sont un véritable paradis. De l'océan Atlantique au nord-ouest et de la Méditerranée au sud, déferlent des masses d'air chargées d'humidité. Et quand il atteint les Alpes, cet air maritime est repoussé en altitude. Il s'y refroidit et se transforme en nuages. Généreusement arrosés, les Alpes alimentent en eau la moitié des rivières d'Europe. La chaîne des Alpes est sillonnée par un réseau dense de cours d'eau. Lignes de vie, ils ont été et sont encore des routes migratoires. Même les plus grands animaux terrestres, comme l'ours brun, profitent de cette profusion d'eau. D'innombrables créatures s'y nourrissent. L'eau offre des territoires, des frayères et des terrains de chasse exceptionnels. Au pied des sommets s'étagent les forêts. Pour certains animaux à qui l'Europe n'offre plus d'espace où vivre, elles sont plus qu'un refuge.
Au-dessus de la forêt, les prairies de fleurs sauvages affichent leurs couleurs. S'y concentre une diversité de vie aussi foisonnante que celle d'un banc de corail. Dans ces toundras d'altitude, les marmottes profitent de la brièveté des mois d'été. Encore plus haut, les barres rocheuses sont affaires de spécialistes. Dans leurs anfractuosités exposées au froid, les aigles royaux y construisent leur nid. Particulièrement bien adaptés pour flirter avec les précipices, les bouquetins. Au bord de dénivelés vertigineux, les mâles se plaisent à mesurer leur force. Sur des milliers de kilomètres carrés, les Alpes offrent d'innombrables niches à la vie animale et végétale. Quand ailleurs il faudrait parcourir des centaines de kilomètres pour observer un changement climatique, ici, à un jet de pierre, tout est différent. Le temps change en un clin d'œil. Relief accidenté, pente abrupte, diversité étonnante. Les Alpes sont le fruit de l'action inexorable de l'eau. Des millions d'années durant, le gel, les avalanches et les torrents ont sculpté la montagne. Mais plus que tout, ce sont les glaciers qui ont été les tailleurs de pierre les plus puissants. Pendant des milliers d'années, les Alpes ont été soumises à leur action. Les paysages alpins que nous connaissons aujourd'hui doivent tout à cet héritage glaciaire. Dans les Dolomites, le passé de l'Europe est plus que présent. Il y a bien longtemps, ces pics étaient les récifs coralliens et les atolls d'une mer disparue, la Thétis. La plaque africaine allait commencer à dériver contre l'Europe. Quand les deux continents entrent en collision, voici 35 millions d'années, la croûte terrestre se plisse. Des couches souterraines sont surélevées. Des strates de roches sont écrasées, broyées, malaxées, sous le poids de forces énormes. Dans certaines régions des Dolomites, le fond de la mer est soulevé et atteint des hauteurs inimaginables. Au même moment, l'érosion commence son travail. Des chaînes entières de montagnes y sont soumises. La conjugaison du gel et de l'eau vient à bout des matériaux les plus durs et sape des pans entiers de parois. A priori, difficile de vivre dans ce chaos de failles, de crevasses et de barres calcaires. Alors que d'autres n'y effectueraient même pas un vol de reconnaissance, indifférent à l'inhospitalité du lieu, cet oiseau y est parfaitement à son aise. Pour les ticodromes échelettes, cette forteresse est le site idéal où installer leur nid. Pour grimper à la verticale, les ticodromes ont une technique bien à eux. Ils maintiennent leur centre de gravité tout contre la paroi. Grâce à l'ongle de leur pouce, extrêmement long, la moindre aspérité de la roche devient une prise d'escalade. Pilotes aguerris aux conditions de vol imprévisibles de la montagne,
les Ticodromes échelettes savent profiter à la perfection des trous d'air et des ascendances. Pour regagner leur nid, ils observent toujours le même rituel. Ils se posent en contrebas et poursuivent leur ascension en escaladant la paroi. Avec des nids situés dans de tels escarpements, les Ticodromes échelettes n'ont rien à craindre pour leur progéniture. Impossible pour les hermines et autres martres d'y exercer leur rapine. Talent de pilote ou talent de grimpeur, vivre à la verticale impose des compétences particulières. À flanc de montagne, les bouquetins ont le pied sûr. Leurs sabots permettent des tractions invraisemblables. Grâce à la résistance et à l'élasticité de leur sol, ces grimpeurs nés gardent le contact avec le rocher. Et un système complexe de tendons offre à leurs pieds une flexibilité à toute épreuve. L'escalade est un sport d'effort, mais avec des muscles cardiaques extrêmement résistants et des poumons très larges, les bouquetins ignorent toute fatigue. Aujourd'hui encore, la plaque africaine continue de pousser une partie de la croûte terrestre d'Europe, soulevant les Alpes de quelques millimètres chaque année. Mais le pouvoir incessant de l'érosion empêche les sommets de prendre de l'altitude. Aussi imposants soient-ils, ces reliefs ne sont que des vestiges encore épargnés par le gel et par l'eau. Car l'action de cette érosion n'a jusqu'ici été que de peu d'importance. Les traits les plus marquants de la chaîne sont dus au travail des glaciers lors de la période glaciaire. Dans une grande partie du massif alpin, des masses de glace se sont écoulées le long des pentes. Elles ont altéré leur surface et élargi les vallées. Un glacier est un véritable être vivant. Il a besoin d'un apport constant de nourriture qu'il convertit en substance corporelle et en énergie pour se déplacer. Son métabolisme est lent. Un flocon de neige tombé à un sommet peut mettre plusieurs siècles avant de se mélanger au torrent glaciaire au bas de la vallée. Le glacier est déchiré par des myriades de fissures, de crevasses et de chenaux. Entre le bassin d'alimentation tout en haut et le front glaciaire tout en bas, l'aspect d'un glacier se modifie sans cesse, mais son mouvement affecte l'ensemble comme un seul corps, comme une créature de glace géante.
Un glacier n'est pas uniquement composé de glace. Il charrie sur toute sa longueur d'énormes quantités de pierres. Parfois même, sa surface est entièrement recouverte de débris. Et quels que soient les matériaux solides qu'il transporte, énormes blocs ou grains de sable, le glacier abrase son lit de pierre, sculptant lentement le terrain sur lequel il s'écoule. Durant la dernière période glaciaire, la ligne de neige était située 1300 mètres plus bas qu'aujourd'hui. La plupart des vallées étaient entièrement remplies de glace. La glace atteignait 1600 mètres d'épaisseur. Seuls les plus hauts sommets émergeaient. Tout autour, un désert blanc. C'est ainsi que les fronts glaciaires les plus méridionaux n'étaient séparés que d'une cinquantaine de kilomètres seulement de la ville de Nice. Dans le nord des Alpes, la glace s'arrêtait à hauteur de Munich. La moitié du continent est sous la glace quand arrivent du cercle arctique les ancêtres de la plupart des créatures qui peuplent aujourd'hui les Alpes. Leur adaptation particulière au grand froid leur permet de coloniser le massif sans difficulté. Pattes et doigts emplumés, narines protégées par un duvet, seconde plume de duvet sous leur plume de couverture, les lagopèdes alpins peuvent parfaitement supporter le froid. Et la nuit, ces tétras s'enfouissent dans la poudreuse. Ces lièvres variables viennent aussi du Grand Nord. Dans l'Arctique, ils vivaient en large bande, mais dans les Alpes, le morcellement des terrains où ils se nourrissent les oblige à mener une vie en solitaire. Même à l'époque glaciaire, une partie des Alpes a échappé à la glace. Et bien des espèces aimant la chaleur ont trouvé refuge dans ces confins méridionaux. Aujourd'hui encore, même si on a tendance à l'oublier, cette frange méditerranéenne appartient au massif alpin. Friandes de soleil, les menthes religieuses sont ici chez elles. Elles se rencontrent exclusivement dans ces Alpes méridionales. Être un mâle chez les menthes religieuses, c'est courir un risque énorme, un risque mortel. Lors de l'acte sexuel, un seul moment d'inattention suffit pour que la femelle décapite son partenaire. Ici, le mâle leur a échappé belle. La présence d'une proie a détourné l'attention de la tueuse. Plus haut dans la vallée, cette femelle-ci va devoir écourter son bain de soleil, dérangée par l'intrusion d'un prétendant. C'est la saison des amours et la belle à la peau la plus sombre est très sollicitée. Un autre mâle vient tenter sa chance, mais le premier, à la gorge bleue, va tout faire pour s'imposer.
Plutôt que de risquer sa peau, l'intrus préfère renoncer. Les versants méridionaux des Alpes abritent aussi des créatures venimeuses. Aux heures très chaudes de la journée, la vipère aspic cherche un peu d'ombre. Si son organisme a besoin de chaleur pour se mettre en mouvement, elle préfère s'exposer au soleil le matin ou en fin d'après-midi. Une fois réchauffée, elle peut enfin se déplacer et partir chasser. Même dans les Alpes du Nord, la période glaciaire n'a pas été uniforme. Au cours des 2 derniers millions d'années, la moyenne des températures a fluctué, suivant l'alternance de périodes froides et de périodes chaudes, tous les 100 000 ans. Quand la dernière période froide prend fin, voici 16 000 ans, l'ensemble du réseau glaciaire se met à fondre. Des masses d'eau considérables sont libérées de la montagne. Et à mesure que la glace fond, le lit des glaciers est mis à nu. Délivré de ces glaciers, le paysage ressemble d'abord à un désert de pierre. Puis, parmi les débris rocheux et les moraines, les premiers pionniers prennent racine. Certains viennent de très loin, issus d'ancêtres parfaitement bien adaptés à l'univers minéral de l'Himalaya, des monts Altaï et de la toundra de Sibérie. La fleur emblématique des Alpes, le célèbre Edelweiss, est lui aussi un immigré, originaire d'Extrême-Orient. Les glaciers ont élargi les canyons et donné naissance à des vallées glaciaires. Après leur colonisation par les plantes, la forêt se met à conquérir le terrain. Avec le réchauffement du climat, la forêt gagne de l'altitude, repoussant toujours plus haut les animaux vivant dans les prairies. Suivant ce rythme alterné de périodes froides et de périodes chaudes, diverses vagues d'immigrants arrivent dans les Alpes. Les ancêtres des chamois alpins sont eux aussi originaires d'Himalaya. Après la période glaciaire, la forêt les refoule en altitude. Les marmottes viennent des toundras d'Asie, les lièvres variables de Scandinavie et de Sibérie. Les chamois ont une famille très étendue. Ils sont apparentés avec la chèvre des montagnes rocheuses et le goral d'Himalaya. Tous sont des sauteurs-grimpeurs hors pair. D'aucuns ont d'ailleurs cru voir dans les cabrioles des jeunes chamois de véritables danses.
En sculptant la montagne, les glaciers ont accentué les contrastes entre sommets et plaines, abrupts rocheux et pelouses, gorges étroites et larges vallées. Enserré dans son lit de pierre, le lac Kori est également une relique de l'héritage glaciaire. Par certains endroits, les glaciers ont creusé les vallées avec une telle vigueur qu'ils ont laissé derrière eux des parois surplombantes, des apics, là où aujourd'hui grondent les cascades. Alimentée par les glaciers du Haut-Tauern, la plus grande cascade d'Europe, à Krimmel en Autriche, dévale un abrupt de 400 mètres. Les grands corbeaux sont particulièrement attirés par les cascades et s'y baignent volontiers. Mais pendant la période de nidification, ils renoncent à leur bain. Lorsqu'ils élèvent leurs petits, les grands corbeaux prennent garde à les mettre à l'abri des voleurs d'œufs comme les renards ou les martres. Pour leur échapper, leurs nids sont construits dans des anfractuosités inaccessibles. Les cincles plongeurs, eux aussi, ont des bouches à nourrir. Larves d'insectes, petits crustacés et escargots pêchés au fond du ruisseau constituent la base de l'alimentation de leurs petits. Le tumulte des eaux est loin d'impressionner les cincles. Depuis leur naissance, l'eau est leur élément. La bergeronnette des ruisseaux, elle, chasse à la surface de l'eau où elle surprend les insectes. Pour chasser dans les cours d'eau, les cincles plongeurs sont particulièrement bien armés. Ils peuvent fermer oreilles et narines et disposent d'une combinaison de plongée invisible. Leurs ailes sont enduites d'une sécrétion huileuse qui, sous l'eau, leur assure une parfaite isolation. Une truite en décomposition, un mets de choix. En cette période de l'année, la demande en nourriture est très forte. Pour ce grand corbeau mâle, le plus dur est terminé. Il est épuisé. 14 jours durant, après l'éclosion des œufs, il a dû nourrir et sa progéniture et sa partenaire.
Passé cette période, les jeunes ont besoin d'être nourris par leurs deux parents. Dans leur nid, les petits corbeaux essayent leurs ailes. Une entreprise risquée dans un lieu exposé à tous les regards. Le rôle des parents cessera dans 4 semaines, quand leur progéniture, âgée de 40 jours, quittera définitivement le nid familial. Les grands corbeaux sont peu difficiles. Leur régime comprend aussi bien de la charogne que des grenouilles, insectes ou lézards vivants. En montagne, ruisseaux et cascades sont plus que des gardes-manger. Ils charrient toutes sortes de matériaux et offrent ainsi de multiples possibilités pour construire son nid ou son terrier. Tout ce qui est raboté en amont par l'érosion se retrouve précipité dans les torrents en contrebas. Des tonnes de débris et de sable sont ainsi charriés et roulés par les cours d'eau. En aval, les bancs de gravier s'accumulent et créent tout un système d'îles et de chenaux sans cesse modifiés. Pour nidifier, se cacher ou chasser, ils offrent 1000 possibilités. Depuis les plus hauts sommets, graines et semis sont déversés dans les vallées et prennent racine sur des terrains instables. Ici, le dessein des rives est voué au provisoire. Pour se reproduire, les petits gravelots ont besoin de ces vastes îles caillouteuses. Parmi les galets, leurs œufs sont invisibles. Les petits gravelots ne construisent pas de nid, ils pondent à même le sol. Entre mâles et femelles, c'est le partage des tâches. Ils couvent à tour de rôle. Et parfois, des amis célibataires viennent leur prêter main forte pour maintenir la couvée à température. À première vue, pondre sans aucune protection semble risqué. Mais sur une rive de gravier, un prédateur est facilement repéré, et les oiseaux peuvent s'envoler à temps. Laissés sans surveillance parmi les cailloux, leurs œufs sont parfaitement dissimulés. Impossible pour les martres et les blaireaux de les découvrir. Autre oiseau aquatique à avoir choisi les rives des torrents pour se reproduire, le harle-bièvre. Séparés du cours d'eau principal par une rangée d'aunes et d'épicéas, les bras morts offrent des zones de pêche et des lieux abrités aux oiseaux qui construisent des nids flottants. Contrairement à ceux qui pondent à même le sol, les grèbes castagneux n'ont rien à craindre de la montée du niveau des eaux. Pour prévenir tout risque de dérive,
le nid flottant est fermement ancré entre des roseaux. Alerte chez les petits gravelots. Un putois est en train de fureter parmi les bancs de gravier. Il n'a pas découvert les œufs. La couvée est sauve. Mais d'autres menaces planent. Ces gouttes de pluie sont les prémices d'un danger imminent. Une forte averse en amont peut venir grossir le torrent au point de balayer des rives entières de gravier. Aucun caillou n'est resté en place. Pour les putois, ces pluies torrentielles ne constituent pas une menace. Ils sont d'excellents nageurs et d'excellents plongeurs. D'autres, en revanche, ne doivent leur salut qu'à leur bonne étoile. À la fin des temps glaciaires, la végétation des Alpes subit un profond changement. Les contreforts et les vallées se peuplent de forêts. Forêts de pins et de mélèzes en altitude, forêts de feuillus en contrebas. À mesure de son extension, la forêt a offert de nouveaux refuges. Des espèces comme celle des grands tétras ont pu alors s'installer dans les Alpes. Dès la fonte des neiges, les mâles se rencontrent dans des clairières pour combattre leurs rivaux et faire la cour aux femelles. Et pour ces parades, tous les moyens sont bons pour attirer l'attention. Les pics à dos blanc se délectent de bois mort et la forêt leur donne l'embarras du choix. Les cerfs, eux, viennent de leur pâturage chercher dans la forêt protection et tranquillité. Pour le grand-duc d'Europe, l'orée des bois est un terrain de chasse favori. Le grand-duc sait que le sol grouille de proie, la musaraigne aussi. Sans cesse, ce petit prédateur arpente le sol à la recherche de vers, de larves et d'insectes. L'ours brun des Alpes est sur le point de découvrir un vrai trésor. Face à une telle intrusion, les abeilles contre-attaquent en sortant leur dard. Mais pour le plantigrade, le miel vaut bien toutes les piqûres. Les abeilles sont loin d'abandonner la partie.
Peu à peu, leurs piqûres vont commencer à produire leur effet. Et pour finir, même s'il a encore faim de miel, l'ours doit renoncer. Avec la colonisation des montagnes par la forêt, les Alpes ont attiré l'un de ses prédateurs les plus redoutés. Cerfs, biches, sangliers, chamois ou autres créatures plus modestes, pour le loup, tout animal à sabots est une proie potentielle. Les loups vivent en meute parfaitement hiérarchisée. Chacun y détient un rang, chacun y remplit une tâche. Au sein de cette hiérarchie très stricte, seuls les jeunes jouissent d'une liberté relative. Les jeunes sont écartés de la chasse, ils sont trop maladroits et inefficaces. En attendant le retour des adultes, seuls, bien dissimulés dans la forêt, ils passent leur temps à jouer ou à dormir. Une femelle chevreuil a été tuée, mais cette proie est trop grosse, impossible de la transporter. Un messager s'empresse alors d'aller chercher les louveteaux. S'il est accueilli avec joie, cet individu n'est pas obligatoirement la mère des petits. Dans une meute, tous les adultes se chargent de l'élevage des jeunes. Les petits réunis, la femelle les invite à la suivre jusqu'à la dépouille. Les loups ont besoin de 2 kilos de viande par jour, ce qui les contraint à chasser sans relâche, car seules quelques-unes de leurs chasses se soldent par une prise. Les effectifs d'une meute dépendent de la taille de ses proies. Si les proies sont petites comme des chevreuils, la meute est réduite au minimum. Elle réunira seulement le couple parental et ses rejetons. À long terme, la richesse en proie d'un territoire fait office de véritable régulateur de naissance. Pourtant, même si la nourriture est abondante, la jalousie est vive et présente, tout particulièrement parmi les jeunes. Chez les adultes, le rang détermine qui a le droit de manger en premier, une règle qu'il vaut mieux respecter. Le repas est terminé, les tensions dissipées. L'heure est maintenant à la digestion.
Des lois bien différentes régissent la vie en altitude. Tout là-haut, la faune est soumise à une pression du temps beaucoup plus forte que dans les forêts en contrebas. En montant vers les sommets, tous les 200 mètres, la température baisse d'1 degré centigrade, raccourcissant le cycle végétal de 2 semaines. Les bouquetins ont appris à jongler avec l'altitude. En hiver, ils recherchent les endroits exposés au vent ou au soleil, là où la neige fond et laisse entrevoir quelques brins d'herbe. Rarement présents au-delà de 3500 mètres d'altitude, lorsqu'ils recherchent de nouveaux pâturages, il peut leur arriver de franchir des cols plus élevés. Au-dessus de 4000 mètres, la vie est rarissime et les prédateurs sont peu nombreux. Seules quelques créatures de l'extrême y survivent. Certaines plantes ont un rythme végétal très lent. La renoncule des glaciers fleurit normalement tous les 3 ans. Parfaitement à son aise en altitude, le campagnol des neiges bénéficie, lui, des avantages de la vie des cimes et compose avec ses inconvénients. S'ils ont peu de prédateurs à redouter, en matière de nourriture, les campagnols des neiges se contentent de ce qu'ils trouvent. Cette nurserie détient sans conteste le record européen de l'altitude. Chez les petits campagnols, l'organe le plus important grandit plus vite que le reste de leur corps. Chaque semaine, leurs moustaches doublent de longueur. Elles sont indispensables pour s'orienter dans le labyrinthe de pierres des crevasses et des tunnels. « 13 jours après leur naissance, ils ouvrent enfin leurs yeux. Puis les petits campagnols des neiges s'aventureront pour la première fois hors de leur terrier. En quittant la plus haute des nurseries d'Europe, ils vont découvrir l'un des plus beaux panoramas du monde.